contemplation avant le chant, la Sangha est invitée à revenir à sa respiration, de façon à ce que la pleine conscience nous ramène à la conscience qu'il n'y a aucune séparation. Que toute la Sangha revienne à sa respiration, chante comme un seul corps et écoute comme un seul corps et transcende les frontières d'un soi séparé, dépassant le concept de supériorité, d'infériorité et d'égalité. De la vision profonde éclore une fleur, le corps éloquence, libre de toute affliction du monde, le Bodhisattva se tient majestueusement sur le pas de la naissance et la mort. Sa grande compassion élimine toute maladie. Même ses pensées incurables, sa lumière merveilleuse balaie tout obstacle et danger. Sa bande son une voix élevée, révèle l'éternité innombrable. Sa fleur de lotus une fois évanouie, dévoile des milliers de sons de pratique. Nous nous inclinons, nous voyons sa présence ici et maintenant. Nous lui offrons l'ensemble de nos cœurs. Que le Bodhisattva nous embrasse de sa grande compassion. Namo Balokiteshvaraya. Namo Balokiteshvaraya. Namo Balokiteshvaraya. With hearts established in mindfulness, we are truly present for sitting and walking meditation and for reciting the sutras. May this practice center with this fourfold Sangha be supported by the three jewels and holy beings, well protected from the eight misfortunes and the three paths of suffering. May parents, teachers, friends, and all beings within the three realms be filled with the most divine grace, and may it be found that in the world there is no place at war. May the winds be favorable, the rain seasonable, and the people's hearts at peace. May the practice of the noble community, diligent and steady, ascend
Chers amis francophones, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous nous entendez bien ce matin. Je vois que nous sommes très nombreux aussi, les francophones, et je m'en réjouis. Beaucoup d'entre nous ont choisi de s'inscrire pour ce programme de 2 semaines de pratique pour soutenir la COP26. Et c'est merveilleux de sentir que nous sommes une communauté de pratique bien vivante, bien présente, que nous pouvons offrir toute notre énergie pour soutenir la planète. Bonjour à tout le monde, que vous soyez ici ou à distance chez vous. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2021 et nous sommes dans la salle de la pleine lune au hameau nouveau, au village des Pruniers. Et aujourd'hui, c'est une journée très particulière. Nous avons d'ailleurs modifié notre programme afin de pouvoir soutenir et nous avons à peu près 1400 personnes qui se sont engagées à participer ensemble au cours des 12 prochaines journées pour la retraite en soutien à la Terre et à la COP. Et nous rassemblons tous nos efforts pour pratiquer ensemble et générer la paix, la joie, la compréhension et envoyer notre énergie à la COP 26 pour qu'elle soit un plein succès. Et donc, nous sommes très heureux d'être là ce matin. Et la Terre occupe beaucoup notre esprit, et particulièrement la santé de notre planète Terre. Beaucoup sont ceux qui se demandent ce que nous pouvons faire ou ce que nous ne devrions pas faire, que ne pas faire. C'est une question qui est vraiment présente dans nos cœurs, encore plus ces derniers temps. Il y a une véritable urgence pour agir. Nous voulons pouvoir faire quelque chose et nous craignons de ne plus avoir assez de temps. Mais je pense qu'au-delà de cette peur, il est important que nous prenions du temps pour examiner vraiment cette question, mais qu'est-ce que nous voulons vraiment protéger? Et quel est notre lien véritable à la Terre-Mère, à notre planète?
quel est le type de relation que nous avons avec la Terre. Et ça, c'est probablement la question qui doit toujours accompagner les actions que nous voulons prendre afin de vraiment aider la planète. Et par exemple, quand nous respirons, quand nous faisons un pas, pouvons-nous vraiment reconnaître notre relation à la Terre? Cette respiration qui nous traverse ou ce pas que nous faisons, ils ne sont pas possibles sans l'existence de la planète et sans l'atmosphère. Et donc, parfois, une action toute simple, comme la respiration ou poser un pas, nous permettent déjà de reconnaître notre relation à la Terre. Et puis, nombreux sont ceux parmi nous qui, quand ils essayent de se connecter à la Terre, nous contemplons la nourriture que nous consommons, mais nous avons également, nous entretenons une relation à la Terre. Les sacs que nous portons, les chaussures que nous avons aux pieds, les maisons dans lesquelles nous vivons, et puis les voitures que nous conduisons, et puis également dans toutes les relations que nous entretenons. Tout cela indique le type de relation que nous avons avec la Terre-Mère. Et puis quand nous regardons partout autour de nous, parfois nous pouvons regarder, comparer ce qui provient véritablement de la nature et ce qui provient de la fabrication humaine. Et puis, si nous regardons par exemple la cloche en métal ou la salle de méditation dans laquelle nous sommes ou l'horloge, tout provient au départ de la Terre-Mère. Cela ne pousse pas naturellement comme un arbre, mais cela vient quand même de la Terre. Et cela fait déjà très longtemps que nous savons que nous avons emprunté beaucoup de choses à la Terre. Nous avons beaucoup pris à la Terre pour pouvoir soutenir notre type de vie. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un réveil collectif qui nous indique que nous avons pris beaucoup trop, nous avons emprunté beaucoup trop à la Terre. Et récemment, plusieurs d'entre nous, monastiques, sommes allés en Écosse pour participer au sommet TED. Et il y a vraiment une prise de conscience il y avait là de très nombreux dirigeants d'État ou autres types de dirigeants qui font de leur mieux pour établir des règlements, des régulations et trouver des solutions pour proposer, établir des nouvelles démarches dans différents secteurs de la société pour pouvoir rester dans les limites de la biosphère. Parce que c'est l'action la plus urgente actuellement et qui est à l'esprit de tout le monde. Le bouddhisme nous propose également un fil rouge pour pouvoir vivre dans les limites de la biosphère. C'est la loi de la modération, comme nous l'appelons.
Alors, tout à l'heure, chers amis, je n'ai pas bien entendu les chiffres. Donc, nous sommes 1400 francophones. Il y a en plus 1200 retraitants qui suivent la retraite des 3 mois. Toutes ces personnes nous suivent en ligne, plus les environ 300 personnes qui sont actuellement réparties dans les 4 hameaux du village des Pruniers. Donc notre sœur s'excuse parce qu'elle dit que sa calligraphie chinoise n'est pas très très belle. Elle dit qu'elle écrit un peu comme à l'école primaire. Avoir peu de désir et en savoir assez. Et savoir quand nous en avons assez. Avoir peu de désir et savoir quand nous en avons assez. Et ça, c'est le principe de modération. Donc en chinois, ils expriment ça de cette façon-là. Avoir peu de désir et savoir quand nous en avons assez. Donc nous avons assez de choses. Donc en bouddhisme, on parle de la modération en termes de nourriture, habits. Et en tant que pratiquants, nous essayons de mener une vie de modération, de façon à ce que notre logement, notre nourriture, nos vêtements et nos soins de santé soient suffisants, mais jamais en excès. Et selon moi, quand j'observe cette loi de la modération, j'observe que si je parviens à pratiquer selon cette loi, je peux vraiment observer de nombreux bénéfices. La modération, c'est une forme de sécurité. Par exemple, quand je n'ai pas envie d'être le numéro 1, la première, ou la meilleure dans quoi que ce soit, et en me disant, ben voilà, je suis OK comme je suis, c'est aussi une forme de modération. Et du coup, je me sens en sécurité, c'est OK. Je n'ai pas besoin de craindre de ne pas être la première, par exemple. Ou par exemple, si nous avons l'idée d'être toujours en compétition avec les autres, d'être toujours toujours meilleur, d'avoir plus de couleurs, plus de logements. En comparaison à cela, il me semble que quand je suis en modération, je touche également cette forme de sécurité. Et ici au village, j'ai parfois beaucoup de thé ou de théière. Et c'est intéressant d'observer à quel point on peut vite posséder les choses. Et à ce moment-là, on a besoin de les protéger tout ce que nous avons. Et du coup, on entoure tout cela d'une bulle de peur. Et par contre, quand j'ai moins de besoins, moins de thé, moins de théière ou quoi que ce soit, ben, j'observe que forcément, j'ai moins de peur, moins le besoin de les sécuriser, de les protéger. Donc, ne pas avoir peur d'avoir moins de choses, cultiver la non-peur. Donc, la modération, c'est aussi une façon de cultiver la non-peur.
Et je vois aussi qu'une vie modérée, cela procure également un antidote à l'avidité et à la peur. Donc c'est un véritable antidote à l'avidité et à la peur. Et puis tous ceux qui parmi nous vivent de façon simple, dès que nous embarquons sur ce chemin de la simplicité, que nous sommes capables de laisser aller différentes choses, que ce soit du matériel, mais aussi des idées, alors nous touchons vraiment à la non-peur. Et puis, au moins nous avons peur, au moins nous avons d'avidité. Et donc, pour moi, cela représente vraiment une preuve d'amour concret pour la Terre. Donc, c'est une expérience concrète d'amour. Et donc, nous tous, en tant qu'individus ou comme organisation ou gouvernement, nous tous, nous pouvons voir quel est le chemin que nous empruntons, que nous ouvrons, aligné avec ce principe de modération. Et nous allons prendre un petit moment pour revenir à notre respiration, savourer quelques respirations. Et pendant ce moment-là, nous pouvons vraiment prendre le moment de reconnaître notre Je me souviens qu'une fois, Thay nous a montré à quel point c'est notre mode de vie qui nous a mené à la situation où nous sommes. Et c'est aussi notre façon de vivre qui peut nous donner l'issue. Et donc la question est de voir que pouvons-nous faire concrètement aujourd'hui pour amorcer le changement. Et en contemplant cette question, j'ai pu avoir quelques compréhensions. Peut-être que notre motivation a changé. Peut-être que c'est cela la plus grande contribution. C'est vraiment notre volonté de changer. Et aussi pouvoir prendre le temps de regarder profondément dans nos mesures, dans nos concepts de bonheur. De voir si ces concepts de succès et de bonheur sont alignés avec le principe de la modération. Et voir
ces idées de succès et de bonheur peuvent également inclure d'autres personnes, d'autres nations, la santé de l'atmosphère, notre biodiversité, d'observer toutes nos idées de succès et de bonheur, voir si c'est vraiment aligné. Et parfois, au plus j'ai, au mieux c'est, le plus grand, c'est mieux. En anglais, on dit the bigger, the better. Et donc, il est important de pouvoir établir de nouvelles réglementations et initier de nouvelles démarches de façon à pouvoir à toucher la durabilité. Et je pense que les défis aujourd'hui, pour chacun et chacune, c'est de regarder en profondeur, nous évaluer où nous sommes actuellement et quelle est la force qui nous pousse. Quelles sont mes idées de succès et de bonheur? Est-ce qu'elles sont alignées ou non avec le principe de modération? Et est-ce qu'elles prônent l'inclusivité? Est-ce qu'elles sont empreintes d'inclusivité? Et je sais personnellement que si j'arrive à lâcher une idée, et surtout si c'est une idée à laquelle je suis vraiment attachée ou passionnée, qui me passionne, je sais que si j'ai vraiment une passion, une idée à laquelle je suis vraiment très attachée quant à la façon d'être, qui me bloque parfois, et surtout si je dois défendre mon idée, il y a en moi beaucoup de tensions et de conflits. Mais par contre, une fois que je peux laisser abandonner cette idée, alors je peux sentir une grande légèreté en moi, immédiatement. Et je me sens alors vraiment libre à l'intérieur. Par contre, à l'inverse, je peux aussi avoir énormément d'espace en moi pour recevoir de nouvelles idées, être ouverte à d'autres façons d'être. Et donc, de façon très concrète, si nous nous penchons sur les façons de pouvoir contribuer au changement, en regardant profondément notre relation à la Terre, notre relation au succès, je pense qu'il est important de prendre le temps de faire une liste un petit peu de toutes les façons dont nous vivons en modération ou pas en modération. Et nous pouvons alors prendre le temps de vraiment observer ce que nous pouvons apporter comme changement par rapport à cela. Et ici, au village des Pruniers, nous vivons une vie simple, entre guillemets. Mais malgré tout, au sein des monastiques, nous changeons de chambre chaque année. Et malgré cette vie simple, il y a quand même toujours, quand nous changeons de chambre, des choses que nous avons accumulées. Et donc, à ce moment-là, on fait la pratique de laisser aller. Par exemple, dans un certain endroit du monastère, près de la cloche, par exemple, on peut aller, chacune, on peut aller déposer ce que nous avons accumulé et que nous décidons de laisser aller. Et donc, il y a toujours une idée de ce qu'est la vie simple.
nous pouvons aussi nous donner le défi. Est-ce que nous pouvons encore nous contenter de moins? Et nous, particulièrement qui vivons dans des pays d'Occident, nous avons vraiment pendant très longtemps emprunté bien plus qu'il ne fallait à la terre-mère. Et nous avons cette responsabilité aujourd'hui de regarder profondément pour voir de quelle façon nous pouvons vivre avec moins, dans quel secteur nous pouvons être plus modérés et quelle est notre relation, notre idée de succès. C'est vraiment notre responsabilité à nous, occidentaux. Et nous savons bien que le changement climatique et puis l'objectif de réduire la consommation et l'empreinte carbone est un débat très difficile et complexe. Il y a énormément de choses qui interviennent dans ce débat. Nous avons atteint nous avons en Écosse, nous avons entendu un des dirigeants s'exprimer sur l'empreinte carbone. Et nous prenons conscience que nous sommes tous des consommateurs, mais nous sommes également des fournisseurs. Mais nous avons vraiment le choix. Nous avons le choix de changer notre façon d'être afin de réduire ce cycle. Pour réduire la courbe. Et dès que nous regardons en profondeur dans nos habitudes, dès que nous regardons profondément dans notre façon de consommer et dans notre façon de considérer le succès et le bonheur, alors nous pouvons vraiment apporter une contribution pour changer le cycle. Et je vais maintenant passer la parole à mon frère Fapline. Merci beaucoup. Merci, Sir Langnim, de nous lancer dans cette aventure. Je vois que Today, c'est un peu comme un festival. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont là, d'un peu partout dans le monde, pour essayer d'unifier notre pratique, notre intention, notre cœur, notre esprit dans une seule direction. Dans cet esprit d'amour et pour véritablement pouvoir offrir quelque chose de positif à cette crise, à ces différentes crises auxquelles nous faisons face. Donc, je voudrais continuer à élaborer sur ce que notre sœur vient de partager. Il est possible qu'il y ait un sentiment d'anxiété profonde. Il y a deux études qui ont été publiées récemment, une dans le Lancet et une dans le Science
notre revue scientifique, ils ont interrogé beaucoup de jeunes dans le monde et savoir comment ils se sentent face à cette crise climatique. Et le résultat est tout à fait choquant. 75% des jeunes vivent avec un sentiment permanent d'anxiété par rapport à cette situation climatique. 50% d'entre eux ont le sentiment que notre société est déjà complètement anesthésiée et beaucoup d'entre eux ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Ils ne veulent pas faire vivre cela à des enfants qui pourraient arriver maintenant. C'est vraiment alarmant. On pourrait penser que c'est peut-être un phénomène qui apparaît dans le monde éduqué, des gens un peu plus aisés. Mais en fait, non, c'est partout. C'est dans chaque pays. Ces études ont été faites dans différentes populations, différentes situations dans le monde. C'est dans notre conscience collective. La question que nous devons nous poser en tant que pratiquants, comment pouvons-nous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça veut dire être un pratiquant maintenant, à cette époque, au cœur de la crise? Tai avait l'habitude de dire assez fréquemment, et quand j'entendais Tai dire ça, je dois dire que j'avais souvent une réaction un peu négative. Un bon pratiquant, disait-il, sait comment générer un sentiment de joie et de bonheur. Un bon pratiquant sait comment prendre soin d'un sentiment douloureux. Quand j'entendais Tai dire ça, il y avait quelque chose en moi qui se rétractait. Ah, je ne suis pas un bon pratiquant. Oh, c'est ça que ça veut dire, je ne suis pas un bon pratiquant. Parce que je ne suis pas sûr de savoir faire ça. Ou même, je me ressens souvent que j'en suis pas capable. J'avais mal compris l'intention de Tai. Tai ne disait pas « si tu ne sais pas comment faire ça, tu es un mauvais pratiquant ». C'est pas ça du tout. Il disait c'est facile. N'en fais pas quelque chose de très compliqué. Tout ce que tu as besoin de savoir faire, c'est générer un sentiment de bonheur, de joie et savoir comment prendre soin d'un sentiment douloureux. Des fois, on va se créer tout un truc autour, il faut étudier, il faut y rire, étudier plus de sutras et compagnie, et apprendre le sanskrit et tout ça. Ok, c'est pas mal. Bon, si vous le faites, continuez. Mais peut-être ce n'est pas si compliqué. Et je ressens que si nous savons ce que nous pouvons faire, nous avons une antidote à ce sentiment d'impuissance. Cette anxiété, ce sentiment d'être emporté, envahi à cause de cette crise peut nous donner le sentiment qu'on n'a plus rien à faire et que ce qu'on va faire n'est pas suffisant. Alors, c'est ça que je dois regarder. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je demande la permission d'effacer ça. Si vous avez déjà pris des notes.
Cette déclaration de taille qui nous dit être un bon pratiquant, elle a modifié un petit peu. Je voudrais vous demander, savez-vous comment générer un sentiment, une sensation de joie? Savez-vous comment générer une sensation de joie? Et si je me pose cette question à moi, je me dis, en partie oui, en partie non. Savez-vous comment prendre soin d'une sensation douloureuse? Embrasser, oui, peut-être, parfois. Ça n'a pas besoin d'être juste oui ou non. On peut se demander si je sais comment générer une sensation de joie. Je peux me demander combien de fois j'arrive à le faire. Est-ce que je peux le faire plus souvent? Dans quel type de situation? Je sais comment générer un sentiment de joie. Parfois, c'est facile, non? Je suis avec un groupe d'amis, tout le monde est de bonne humeur, quelque chose de sympa qui se passe, c'est pas difficile. La vraie question, est-ce que je sais générer un sentiment de joie quand les choses sont difficiles ou quand les choses sont neutres? Quand je me sens agité, distrait, ce sont des pratiques que nous devons regarder en profondeur. Je sais comment le faire quand je suis tout seul. Est-ce que je sais le faire en collectif? Est-ce que je sais comment aider un groupe à générer une sensation de joie? C'est notre job, c'est notre boulot. Ça devrait être notre boulot. C'est quelque chose dont on peut parler ensemble, on peut apprendre les uns des autres. Comment on fait ça? Il y a tellement de manières de le faire, tellement de manières merveilleuses. Et je suis sûr qu'ici, dans cette pièce et en ligne, a une façon de le faire. Et on peut apprendre les uns des autres. On peut partager ce que nous avons découvert. Il y a deux autres questions que je voudrais poser. Savez-vous comment reconnaître quand vous essayez d'éviter une sensation douloureuse? Quand vous essayez d'échapper à une sensation douloureuse, savez-vous comment reconnaître quand vous êtes en train de sous-estimer
un sentiment de joie. Donc, d'éviter de cacher un sentiment de douloureux ou bien sous-estimer un sentiment de joie. Savons-nous comment reconnaître quand nous cherchons à éviter un sentiment, une sensation douloureuse? Ça a bien sûr à voir avec comment savons-nous comment gérer ce genre de sensation. D'abord, il y a ce premier pas de reconnaître, d'accepter. Maintenant, je suis en train de fuir, d'essayer d'échapper à une sensation douloureuse, à recouvrir, à éviter. C'est donc le premier pas. Reconnaître. OK, wow. Là, maintenant, à cet instant, j'essaye de ne pas ressentir ce sentiment d'anxiété, d'impuissance. Est-ce que je sais reconnaître le moment où je sous-estime la puissance d'un sentiment de joie? Depuis de nombreuses années, j'ai ressenti quand Tai nous disait, OK, générer un sentiment de joie, être en contact avec les merveilles de la vie. Oui, c'est vrai, ça sonne bien, mais parle-moi de la souffrance. Comment faire avec ça? Et je n'avais pas bien compris qu'en fait, générer ce sentiment de joie, être en contact avec le sentiment des merveilles de la vie, c'est ça, gérer une sensation douloureuse. C'est pas quelque chose de séparé, c'est pas quelque chose de différent. C'est la pratique qui permet de gérer la souffrance, d'embrasser la souffrance. Je dois reconnaître que j'avais probablement sous-estimé le pouvoir d'un sentiment de joie, de bonheur, pour répondre à cette situation dans laquelle nous sommes tous ensemble. Dans mon esprit, générer ce sentiment de joie, on pourrait même penser, oh, c'est une façon de faire une sorte de court-circuit spirituel un peu forcé. Oh, tu vois, tu as juste besoin d'être heureux et comme ça, tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe ailleurs. Et si tu es heureux, c'est un peu naïf, c'est un peu irréaliste, même un peu fou, stupide. Alors, il faut être attentif de voir si nous avons cette tendance et de comprendre qu'il y a une connexion profonde entre notre capacité à générer une sensation de joie et notre capacité à rester ferme, droit, à faire face à la souffrance et ne pas avoir peur. Pour être en capacité de lui souhaiter la bienvenue, de l'embrasser. Et générer le sentiment de joie, ça vient en premier. Le Bouddha était très clair dans les 16 exercices de la respiration en pleine conscience, l'exercice 5 et 6. Générer une sensation de joie, générer une sensation de bonheur arrive en premier, avant d'entrer en contact avec le sentiment douloureux. Il y a une raison, parce que quand on fait ça, on crée un environnement où cette douleur peut être embrassée, où elle ne va pas nous emporter. C'est crucial. C'est une capacité cruciale que nous devons maîtriser. Quelle est la
connexion entre ça et notre situation globale. Nous savons que nous devons réduire nos émissions de carbone. Nous devons arrêter de dégrader la biosphère, stopper la pollution de l'eau, de la terre, de l'air. Nous devons stopper d'abattre des arbres et d'utiliser du plastique. Tout ça ensemble, on appelle atténuer les dégâts que nous faisons à la Terre. Atténuer, réduire. C'est un composant important pour faire face à la crise. Et la deuxième partie de la solution, dont on entend beaucoup parler, c'est l'adaptation. Nous savons que plus nous allons vers l'instabilité du climat, plus on aura d'extrêmes de température, des vagues de chaleur, et on ne sera pas prêt. Des orages extrêmes, de la pluie, des choses que nos infrastructures ne sont pas préparées à gérer. Ça s'appelle l'adaptation. Adapter nos infrastructures, nos maisons, nos voitures, nos transports pour être capable de gérer cette situation beaucoup plus instable. Nous savons que ce sont les clés. Atténuation, adaptation. Mais qu'est-ce qui va se passer pour nous? Peut-être la sensation qu'on a, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire grand-chose, puisqu'on a l'impression que ça doit se faire au niveau mondial, dans le changement des règlements, du système économique, de la manière d'investir, la façon dont le marché fonctionne, le capitalisme, la gestion des capitaux, le système des affaires a changé, tout le système économique, politique, et on se dit, waouh, ok, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ce que je voudrais vraiment pointer du doigt, c'est que ces deux choses, l'atténuation et l'adaptation, tout ça, ça va être fait par les personnes, par nous, par les humains. Et nous savons que 75% des jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure, se sentent déjà complètement envahis. Et comment ces gens vont pouvoir s'engager dans cette démarche d'atténuation et d'adaptation? Nous savons pas mal de choses sur le système nerveux. Nous savons que quand nous sommes menacés, quand on se sent impuissant, quand on se sent emporté face à des forces qui nous dépassent et on a le sentiment qu'on ne peut rien faire, ce qui se passe, c'est qu'on se sidère, on s'éteint quelque part d'une certaine manière, on se paralyse. Alors d'abord, peut-être on va essayer de se battre un peu et ensuite on se sent tellement envahi on est dans cette forme de sidération, de cette sorte de paralysie. Un sentiment psychologique de paralysie, je ne peux rien faire. Ok, je ne veux plus y penser. C'est trop fort, ça m'envahit, ça peut être donc une forme de déni, mais non, ce n'est pas si grave. C'est pas si grave. Si c'était si grave, on l'aurait déjà géré, on aurait déjà arrêté. C'est ce qui se passe quand on procrastine. Et nous sommes dans ce moment de procrastination collective. On continue, comme d'habitude, quasiment. Il y a des transformations, mais on sait que ce n'est pas assez. Donc, on continue notre business. Probablement, c'est lié à cause des émotions qui émergent et qu'on ne sait pas trop comment les gérer. C'est comment la Sangha, c'est là que la Sangha peut agir. Parce que nous savons
Nous savons comment faire ceci. Nous savons comment générer une sensation de joie. Nous savons comment gérer le sentiment douloureux, même si on le sait qu'un tout petit peu, même si on est encore en apprentissage. On a déjà beaucoup d'expérience. Quelle que soit l'expérience que nous avons dans notre voyage intérieur en tant que pratiquant de transformation, en acceptant notre souffrance, en faisant face, en apprenant à ne pas fuir, à ne pas dénier, à ne pas être dans le déni, apprendre à l'embrasser, à créer une fondation de joie, de bien-être. Tout ça, nous connaissons déjà. Nous avons déjà des expériences de ça. Tout ça, c'est déjà extrêmement efficace par rapport à la situation actuelle. C'est ce que nous pouvons faire. Et c'est vraiment un besoin. Pensez à ces jeunes gens, 75% d'entre eux qui se sentent déjà emportés. Qui va les aider? Qui va les aider à apprendre à gérer ces sentiments douloureux et à générer des sensations de joie? Comment permettre à ces émotions d'être là et ne pas sous-estimer le pouvoir de la joie? Le pouvoir du bien-être, c'est nous. Nous avons à faire ça. Je suis convaincu que c'est notre mission. Et c'est tellement merveilleux parce qu'on sait quoi faire. Nous avons déjà tellement d'expérience. Alors souvent, on entend dire face à ces difficultés, nous avons la technologie, nous savons comment faire. Mais nous aussi, nous avons la technologie. Nous avons la technologie spirituelle. Et quand j'entre en contact avec ces sentiments, d'être emporté par l'immensité de cette souffrance, par l'échelle immense de cette difficulté, j'essaie de me rappeler que le moment d'agir, pour moi, c'est maintenant, avec ce sentiment, avec ce ressenti. C'est là que je peux m'engager. Je n'ai pas besoin d'attendre d'aller dans une manifestation ou d'attendre de m'engager quand je pourrais voter. Bien sûr, tout ça c'est important, mais je peux agir déjà maintenant, à cet instant, avec ce sentiment. Et c'est directement connecté à la situation globale. Parce que nous savons, nous sommes la Terre. La Terre n'est pas à l'extérieur de nous. Tout le monde, beaucoup de gens connaissent le poème de Thaï. Appelez-moi par mes vrais noms. Nous aimons. Bien sûr, nous aimons mettre un focus sur la partie positive de ça. Nous sommes. Il y a une extension de ce poème qu'on peut trouver dans les trois touchés de la Terre. C'est très semblable. Je vais juste vous le lire. Je suis un avec toutes les formes de vie qui émergent dans toutes les gens. Je vois la connexion entre moi-même et tous les autres. Nous partageons le bonheur et la souffrance. Je suis un avec ceux qui sont nés handicapés ou qui sont devenus handicapés à cause de l'accident, de la guerre. Je suis un avec tous ceux qui sont pris dans les situations de guerre ou d'oppression.
Je suis un avec ceux qui ne trouvent pas de bonheur dans la vie de famille. Et tous ceux qui cherchent quelque chose de sain, de vrai à embrasser. à- pour- je suis quelqu'un au seuil de la mort qui a très peur et qui ne sait pas ce qui va se passer. Je suis un enfant qui vit dans une place où il y a beaucoup de pauvreté, de misère et de maladie, où ses jambes et ses bras sont comme des baguettes et qui n'a pas de futur. Je suis aussi celui qui produit les bombes et qui les vend dans tous les pays. Je suis la grenouille qui nage dans l'étang. Je suis aussi le serpent qui a besoin du corps de la grenouille pour se nourrir. Je suis la fourmi que l'oiseau cherche à manger. Je suis aussi l'oiseau qui cherche à manger la fourmi. Je suis la forêt qui a été abattue. Je suis la rivière, je suis l'air qui ont été pollués. Je suis aussi la personne qui a coupé la forêt, pollué la rivière et l'eau. Je me vois dans toutes les espèces et je vois toutes les espèces en moi. Je suis uni avec tous les grands êtres qui ont réalisé la vérité, la connaissance de la non-naissance et de la non-mort. Et je suis capable de regarder dans les formes de naissance et de mort, de bonheur et de souffrance, avec des yeux calmes, avec un regard apaisé. Je suis un avec tous ces gens que l'on peut trouver un peu partout, qui ont suffisamment de paix dans l'esprit, de compréhension et d'amour, qui sont capables de toucher ce qui est merveilleux, nourrissant et guérissant, qui ont aussi la capacité d'embrasser le monde avec un cœur d'amour et des bras d'action bienveillante. Je suis quelqu'un qui a assez de paix, de joie et de liberté et qui est capable d'offrir la non-peur et la joie à tous les êtres autour de moi. Je vois que je ne suis pas seul et coupé du reste du monde. L'amour et le bonheur des grands êtres sur cette planète m'aident à ne pas sombrer dans le désespoir. Ils m'aident à vivre ma vie d'une manière sensée, juste, avec paix et bonheur. Je les vois tous en moi et je me vois en eux. Je voulais vous demander, êtes-vous une victime du changement climatique? Peut-être, si nous sommes des pratiquants. Non, non, je ne me comporte pas comme une victime, je suis un pratiquant. Je vois avec les yeux de l'intérêt, je ne suis pas une victime. Mais quand on pense à toutes ces entreprises, toutes ces corporations géantes qui créent tellement de difficultés, des lobbies qui essayent de cacher tout ça et qui essayent de repousser les nécessités du changement. Nous devons regarder de manière très précise qu'est-ce qui se passe dans notre cœur et dans notre esprit quand on entend ça. Est-ce qu'on commence à les voir, si nous commençons à les voir comme des ennemis, ceux qu'il faut blâmer, à partir du moment où nous faisons ça, nous devenons victimes. Et Tai nous a dit
quelque chose de très difficile, qui est un défi pour nous. En tant que pratiquants, nous n'avons pas le droit d'être des victimes. Waouh! Très difficile. Nous devons être très attentifs de voir quand est-ce qu'on glisse dans cet état d'esprit et que nous commençons à relationner avec les choses de cette manière-là. Particulièrement quand on se sent impuissant, quand on a l'impression que face à tout ça, on ne peut rien faire, c'est déjà être un peu dans l'état de victime. Nous devons être très vigilants et reconnaître ça et gérer. Parce que se positionner en tant que victime, c'est un sentiment douloureux. Alors, en tant que bon pratiquant, qu'est-ce qu'on fait? Nous savons comment embrasser ce sentiment douloureux. Nous savons comment embrasser cette sensation d'être une victime. Et nous savons comment transformer. C'est pour ça que je voulais lire ce texte. Parce que quand on pense inter-être, on aime bien, par exemple, le faire avec les arbres, parce qu'ils sont beaux, nobles, majestueux. Mais combien de fois nous contemplons l'inter-être avec ceux qui coupent les arbres? Combien de fois contemplons-nous cet inter-être avec ceux qui polluent les rivières et les mers? Combien de fois on voit vraiment qu'ils sont en nous et que nous sommes membres d'un même système d'extraction, d'exploitation et que nous en avons bénéficié, nous en avons profité. Mais je ne dis pas ça pour qu'on se sente mal ou coupable. C'est le contraire. Ça veut dire, s'ils sont en nous et que nous sommes en eux, quand nous transformons, ils se transforment. Ça, c'est très clair. Ça, c'est notre pouvoir véritable. C'est ça, notre agenda. C'est pourquoi nous ne sommes pas impuissants. Nous pouvons faire quelque chose. Pensons-nous vraiment que nos sentiments sont nos sentiments seulement? Vous pensez que vos sentiments, là, vos ressentis, ils restent là dans votre tête, qui ne fuient pas vers l'extérieur? J'ai fait une fois un exercice comme ça avec des amis. Je leur ai demandé de se mettre par deux. Un membre du duo partage avec l'autre la plus belle chose qui lui est arrivée dans sa vie, la plus joyeuse, non, depuis la dernière semaine. Et l'autre qui écoute, c'est de rester complètement indifférent, de rien ressentir. Tu t'assois là et tu es complètement froid. L'autre, il te partage un truc des plus merveilleux et toi, tu es glacial et tu sens rien. Et ensuite, on avait changé. Et le résultat est très clair. C'est impossible. Tu ne peux pas. À partir du moment où quelqu'un partage sa joie, son inspiration, sa passion, tu le ressens. Tu ne peux pas ne pas le ressentir. Parce que le feeling ne s'arrête pas à notre peau. Ce ressentiment ne s'arrête pas à notre peau. Ces sensations ne sont pas à nous. Quand on génère une sensation de joie, ce n'est pas seulement pour nous. Ça n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Ça transforme le monde. Ce n'est pas quelque chose de petit, ce n'est pas trivial. Et ce n'est pas du court-circuit spirituel. Quand nous générons un sentiment de joie, sachant ce que nous savons, sachant que cette situation est si dégradée, ça c'est courageux, c'est un acte de résistance. Et on doit le faire individuellement et collectivement. Et le partager et apprendre, trouver de nouvelles façons de s'inspirer les uns les autres. On peut vous raconter des histoires
en étant là-bas en Écosse, quand on était avec tous ces gens, les activistes, les scientistes, les gens du monde politique, des affaires. Ils le sentaient. Ils venaient nous voir. Ils disaient, je ne sais pas ce que vous faites, mais s'il vous plaît, continuez. Parce qu'à chaque fois que je vous vois, je me sens mieux. OK, wow, bien sûr. Je ne sais pas ce que je fais exactement, mais bon, on marche. On se balade par là, en pleine conscience, on prend soin de nos émotions, particulièrement quand on se sent importé, on se soutient. On était 4 dans cette petite sangha. On se prenait soin les uns des autres, les 2 frères et 2 sœurs. Et quelques-uns étaient complètement touchés par ça. Ils disaient, mais ce petit groupe de 4, on n'arrive pas à savoir qui est le boss là-dedans. Ça a l'air d'être un seul corps. On a beaucoup, beaucoup de puissantes technologies et on ne doit pas les sous-estimer. Le monde en a besoin maintenant. Les gens sont très sensibles à ça. Ça les touche. Et c'est peut-être grâce à notre présence avant la COP, là, il y a 2 semaines, que nous avons été invités maintenant à participer à la COP. Nous y serons. Notre Sangha y sera. En fait, cet après-midi, je vais partir. Je vais à Bordeaux et je vais voyager jusqu'à Glasgow en Écosse avec Taifa Pyong, un autre frère aîné à nous qui est aux États-Unis. Ce n'est pas une histoire de lui ou de moi, c'est nous. Donc nous serons tous là-bas en tant que communauté, en tant que Sangha. Dans cette lumière de l'intérêt, nous sommes juste au bout de la branche. Et on va complètement se relier à l'arbre, aux racines, prendre refuge. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Avant de venir dans cette salle, Taimini m'a offert cette feuille. Et c'est merveilleux d'être une feuille. Mais ne soyez pas seulement la feuille. Soyez la branche. Soyez l'arbre. Soyez les racines. Et ne soyez pas seulement l'arbre. Soyez la forêt. Et pas seulement la forêt. Soyez la terre. Si vous vous sentez impuissant, emporté, déconnecté, il faut réallumer cette vision profonde dans notre cœur. Il faut la réactiver encore et encore. Et ça nous donne un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste pour embrasser notre peine, notre chagrin avec tendresse, avec amour, avec l'amour de la terre-mère. On peut l'embrasser et le transformer. Et on peut étendre cela dans le temps, pas seulement dans l'espace. Nous devenons toute la lignée de nos ancêtres depuis les origines. Et ça ne nous rend pas moins nous-mêmes, bien au contraire, encore plus nous-mêmes, parce que c'est ce que nous sommes vraiment. Nous sommes vastes, nous contenons la multitude. Quand nous allons aller à Glasgow, nous allons en tant que Sangha. Nous allons en tant que multitude. Et je voudrais vous partager ça parce que nous allons dépendre de ça. Nous allons dépendre de votre pratique durant ces 12 jours. Et les frères et sœurs qui ont créé un programme merveilleux, des amis laïcs et monastiques ensemble pour connecter et concentrer notre énergie. Nous avons
quelque chose à faire, nous avons un pouvoir. Et c'est crucial. Toutes les personnes là-bas, ce sont tous des êtres humains, ils ont tous des sentiments et ils ont la même chose que nous, ce sentiment que c'est trop tard d'être emporté. Et nous savons comment les aider. Donc, cet art de gérer la souffrance et de générer un sentiment de bonheur, c'est beaucoup lié à quel genre d'histoire on se raconte dans notre esprit par rapport à la souffrance. Est-ce qu'on se raconte l'histoire où on se met en situation d'être victime ou que quelqu'un, les corporations, les entreprises, ou bien on se dit, oui, c'est trop tard. Même quand j'ai rapporté ces deux études dont j'ai parlé, 75% des jeunes gens qui se sentent anxieux, 50% qui pensent que notre société est déjà rendue à un point tragique de son destin. Je voudrais proposer une autre manière de voir. 25% des jeunes ne sont pas avec ce sentiment d'être emportés. C'est merveilleux. 50% n'ont pas ce sentiment d'être un moment tragique de leur destin. Où sommes-nous? Nous-mêmes. Parfois, nous sommes dans les 75%. Parfois, nous sommes dans les 25%. Tous les jours, quand ces sentiments émergent, on peut bouger de l'un à l'autre, d'un côté à l'autre. Nous savons comment prendre soin de ces sentiments. Nous savons quoi faire. Et si on oublie, on a nos frères et sœurs pour nous aider, pour nous rappeler. Peut-être 25%, ça ne nous paraît pas assez, mais on peut être surpris de voir qu'il y a beaucoup d'études sur les changements sociaux. Et en général, la masse critique, pour changer, pour une transformation sociale collective, c'est entre 5 et 25. Quand j'ai dit 25, de ces jeunes qui ne sont pas emportés et anxieux, c'est suffisant. Déjà, c'est plus que suffisant. Et quand on regarde comment nous relationnons avec notre propre souffrance, je parlais de ça avec mes frères hier. Oui, c'est parce que je suis leur mentor. Bon, ça me fait un peu drôle de dire mentor, mais voilà, ils partageaient avec moi et leurs pratiques, les difficultés qu'ils pouvaient avoir. Et ce que je lui ai dit, ce que j'entends, la transformation, elle est déjà là. Je vois, j'entends que tu as compris. Ta pleine conscience a pu grandir jusqu'à un point où tu peux prendre soin de ça. Tu le fais déjà. Mais ce qui n'a pas changé, c'est l'histoire. Et c'est souvent le cas. La transformation a déjà opéré, mais nous sommes restés avec la vieille version de l'histoire. Et on continue à retomber dedans. Alors, il faut avoir le courage de reconnaître ce qui est bon en nous, dans le monde, de reconnaître le changement qui a déjà émergé. Et nous devons partager ces histoires. Voilà comment nous transformons les choses. Voilà comment nous générons un sentiment de joie. Si vous êtes un journaliste, si vous êtes un réalisateur de films, si vous êtes un écrivain de chansons, il faut raconter ces histoires. Ce sont les meilleures histoires. Comment j'ai entendu un jeune activiste en Allemagne, mais je ne vais plus me rappeler de son nom, Neubauer. Tu te souviens, Rosa Dicknim? Louisa.
Louisa Neubauer. Elle a dit quelque chose merveilleux. Je vais paraphraser un peu. Pour nous, de penser que nous ne pouvons pas changer la situation maintenant, c'est arrogant par rapport à ce qui a déjà eu lieu dans le passé en termes de transformation sociale. Ça fait du sens? Elle dit, quand nous ressentons ça, le fait qu'on ne peut rien changer, qu'on n'a pas assez de gens, que le monde des affaires, le gouvernement, tout ça, sont trop lents à la transformation, c'est arrogant. Si on compare ça au pouvoir des transformations sociales dans le passé, on sous-estime combien nous avons été déjà capables de transformer juste avec des mouvements sociaux, de la désobéissance civile. C'est énorme ce qu'on a déjà pu réaliser. Avec la paix. Il faut étudier ça aussi, ces mouvements du passé, et raconter une histoire, se raconter une histoire pour se rendre compte combien nous sommes puissants. Elle a donné un exemple. C'est intéressant de voir comment le narratif a déjà changé. Et il faut continuer à faire évoluer ce narratif. Dans les élections récentes en Allemagne, chaque parti avait une plateforme et prenait l'engagement de ne pas dépasser les 1,5 degrés. Tous les partis, de la gauche à la droite. C'est la première fois que ça existe. 5 ans, 10 ans. C'était encore une lutte pour leur faire accepter qu'il y avait du changement climatique, que nous devons le faire, que nous devons limiter l'évolution des températures jusqu'à un maximum 1,5 degré. Qui a fait cela? Ce sont très souvent les jeunes activistes. Et en Allemagne, elle disait, nous avons sélectionné les partis qui seraient les plus faciles à mettre dans cette direction pour qu'ils mettent ça dans leur agenda, dans leur engagement. Et c'était bien sûr le Parti vert. Mais étonnamment, il n'avait pas encore fait cette déclaration officiellement. Alors ils l'ont fait, ils sont allés dans leur bureau, ils ont occupé le bureau du Parti vert, ils ont occupé une forêt qu'ils voulaient couper et ils ont dit, nous, on ne bouge pas tant que vous ne prenez pas cet engagement. Ils l'ont fait. Et tous les autres partis ont vu, wow, si les Verts deviennent populaires en Allemagne, il semblerait que tout le monde répond bien à cet engagement de 1,5 degré. Et d'un coup, ils s'y sont tous mis. Et l'histoire a changé. C'est juste une poignée de jeunes avec créativité, le cœur et la détermination d'agir. Et nous pouvons les soutenir. Nous sommes en contact avec beaucoup d'entre eux. Mais ils font face à des défis intérieurs particulièrement très forts. Faire face à des émotions fortes. Ils nous demandent de les aider, de leur apprendre comment prendre soin des émotions fortes. C'est pourquoi nous devons nous demander, chacun, savons-vous comment le faire? Nous-mêmes. Combien de fois le faisons-nous dans une journée? Nous savons comment le partager avec quelqu'un? Nous savons comment aider quelqu'un quand il est emporté par une émotion forte? Ça doit être une question brûlante en nous. C'est d'une dimension parfaitement critique. Chaque élément de notre pratique est connecté à ça. Un des ingrédients principaux, c'est la pleine conscience. C'est le degré à partir duquel nous sommes conscients de ce qui se passe à l'intérieur et autour de nous.
Et c'est quelque chose que nous pouvons cultiver à tout moment. Chaque pas que nous prenons, et en se souvenant d'être conscient, c'est déjà une contribution immédiate et importante par rapport à la crise que nous vivons. Chaque fois que nous nous rappelons d'être conscients de sensations de notre respiration, de revenir à cette respiration, nous développons notre degré de liberté face à la souffrance. Nous développons notre capacité à voir qu'est-ce qui se passe dans notre esprit et de se rappeler de générer la joie. Et c'est totalement lié à la situation. Qu'est-ce que c'est cette pratique, ces 4 questions? Donc ça, c'est la thérapie du trauma. C'est ce que vous avez à faire. Quand vous êtes emporté, quand vous êtes sidéré, quand votre système nerveux est emporté par la douleur, c'est ce que nous devons apprendre à faire. Et nous devons le faire à une grande échelle. Parce que chacun va en avoir besoin. Nous savons de quel type de souffrance nous sommes en train de vivre en ce moment et qui va se développer. Ça ne peut être qu'encore plus nécessaire. Et la chose incroyable avec notre pratique, c'est peu importe ce qui se passe, c'est toujours la réponse appropriée. Générer la pleine conscience, cultiver la liberté de reconnaître et d'embrasser un sentiment et cette capacité à générer un sentiment de joie, c'est incroyable. C'est quelque chose qu'on peut transférer à tout type de souffrance. C'est pourquoi c'est simple, mais nous sommes équipés pour faire face à tout type de situation et nous pouvons y répondre. D'agir, d'aider, mais nous devons être sûrs. Est-ce que nous avons quelque chose à offrir? Est-ce que nous le maîtrisons? Est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres? Qu'est-ce qu'on peut rester inspirés les uns par les autres? Ces 4 questions, d'une certaine manière, c'est aussi la pratique de la diligence juste. Vous vous souvenez, la diligence juste? Un des éléments du noble octuple sentier. Comment ça marche? Donc, les 4 diligences, donc quand il y a une énergie positive qui n'est pas là, on la fait surgir. On génère la joie. La joie, ça peut être de la compassion, de la paix, du calme, la générosité, la bonté. Et quand une énergie positive n'est pas là, on sait comment la générer. Et quand une énergie négative est là, on l'aide à retourner dormir. On en prend soin, on sait comment l'embrasser, on sait comment gérer une émotion difficile, une souffrance, une douleur. Et quand il y a une formation mentale positive qui n'est pas là, quand une formation mentale positive est là, savons-nous comment la maintenir, comment faire en sorte qu'elle reste là le plus longtemps possible? Est-ce que nous sommes capables de reconnaître à quel point elle est importante? Ou bien sommes-nous en train de sous-estimer le pouvoir du bien-être et de la joie? Et puis quand une formation mentale négative n'est pas là,
savons-nous comment éviter d'arroser cette graine, éviter qu'elle monte dans la conscience? C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est c'est les capacités dont nous avons besoin. Ce sont les qualités dont nous avons besoin, les aptitudes. Et quand nous avons beaucoup plus de bien-être, alors nous avons besoin de moins de choses. Et c'est exactement ce que disait notre sœur Langnim. Nous pouvons vivre avec moins parce que nous sommes déjà heureux, nous sommes déjà bien comme nous sommes. Nous sommes déjà satisfaits. Et donc, c'est vraiment crucial, essentiel sur ce chemin de la modération que nous voulons partager avec le monde. Cette capacité de gérer nos émotions. C'est là la condition essentielle, première, pour pouvoir vivre cette vie. Nous savons que nous avons assez. Nous n'avons pas besoin de davantage que nous avons déjà. Et donc, pour moi, je pense que nous avons besoin d'une véritable armée, d'une armée de paix, bien sûr. Une armée de pratiquants. Nous devons tous nous entraîner, nous sommes appelables, nous serons appelés à nous mettre debout, à servir. Et à chaque fois que nous prenons soin, nous sommes appelés. Et à chaque fois que quelqu'un éprouve des sentiments douloureux, nous sommes appelés. Et nous avons cette capacité collective à générer la joie et à embrasser la souffrance. Ce sont les conditions essentielles pour pouvoir faire ce que nous devons faire en tant que société globale et faire face à ce que nous avons à gérer. Nous ne pourrions pas si nous sommes paralysés ou submergés. Donc nous avons de quoi faire. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est facile. Nous sommes déjà en train de le faire. Nous serons là, à Glasgow, avec chacun et chacune. Et nous enverrons, nous canaliserons l'énergie de pleine conscience et la compréhension de toute la Sangha. Merci.